On est rendu au chapitre 10. Et au chapitre 10, ce qu'on fait, c'est de la gestion de risque plus appliquée. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on a appris à date à différents domaines plus précis. Toujours relié à la gestion de l'information, toujours relié au risque informationnel, mais dans des domaines, disons, plus pointus du risque. Donc, ce soir, ce qu'on discute, c'est les projets TI. Donc, quand on va penser à l'application de la gestion de risque à d'autres domaines, ben, ce qu'on va faire, c'est on va chercher à identifier d'abord quels sont les objectifs par rapport à cette problématique-là. Donc, quand on va parler de gestion de projet, on va parler plutôt de projet en technologie d'information. On va chercher à identifier quels sont les objectifs d'un projet. Quelles sont la source des objectifs d'un projet. Tout ce qu'on va faire, c'est toujours par rapport à notre modèle théorique de base, c'est-à-dire à notre triangle du risque et à notre définition du risque. Qu'est-ce qu'on doit adapter dans notre définition pour appliquer la gestion de risque à notre besoin particulier, donc au domaine, à la problématique que l'on veut adresser. On va continuer à travailler avec le même genre d'approche, c'est-à-dire des scénarios, où on va chercher à identifier des aléas potentiels, éventuels, probables, mais en relation à nos objectifs du domaine d'application. On va toujours définir le risque en relation à nos trois éléments, c'est-à-dire à la présence d'un aléa qui correspond à une vulnérabilité pour lequel il va y avoir un dommage. Donc, si les deux coïncident dans le temps et dans l'espace, l'aléa et la vulnérabilité, est-ce qu'il y aura un dommage? Est-ce que ce dommage-là est au-delà du seuil de tolérance de l'organisation? Parce que peut-être qu'il ne l'est pas. À ce moment-là, il y a toujours du risque, mais on va l'accepter. On est capable donc de tolérer ce risque-là. S'il va au-delà du seuil, bien là, on devra prendre une autre décision, c'est-à-dire soit mitiger le risque, donc en mettant en place des mesures qui seront appropriées par rapport au genre de problématique dans laquelle on se trouve. Une mesure de mitigation de risque en mode projet, donc une mesure, par exemple, pour réduire le risque par rapport à certains, puis on va parler des différents facteurs de risque, des différentes sources de menaces ou d'aléas dans un contexte de projet. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Et on va voir quelles seraient les mesures de mitigation de risque qui seraient appropriées par rapport à ce facteur de risque-là. Donc, quels sont les aléas qui peuvent s'appliquer dans cet environnement-là? Et quelles seraient les mesures de mitigation de risque qui pourraient être intéressantes vis-à-vis le problème auquel on fait face? Il y a d'autres options que mitiger le risque, évidemment, comme vous le savez. Une autre option pourrait être le transfert en mode projet. Une solution qui est souvent mentionnée depuis quelques années pour le transfert de risque en mode projet, c'est les partenariats public-privé. Dans un partenariat public-privé, une des choses qu'on fait aussi, c'est en plus de transférer le risque relié au projet, on transfère aussi des risques financiers, on transfère aussi un engagement financier, évidemment, aux partenaires. D'autres façons aussi qu'on peut transférer le risque de projet vers un tiers, ça pourrait être carrément d'aller en impartition ou de donner un contrat à prix fixe. Finalement, la dernière décision qui est possible, on a parlé d'accepter, on a parlé de mitiger,
On a parlé de transférer. La dernière qui reste, évidemment, c'est éviter. Donc, c'est-à-dire de décider de ne pas faire un projet parce que le risque est trop élevé en fonction des bénéfices attendus, évidemment. La définition du risque, elle ne change pas. Ce qui change, c'est comment on va l'appliquer, comment on va la mettre en œuvre. Donc, on est toujours avec un élément à risque, c'est-à-dire un actif informationnel, un processus d'affaires, un système d'information ou autre actif informationnel, ou ensemble d'éléments ayant une utilité attendue pendant une période de temps T dans un espace S donné. Donc, ici, quand on parle de projet, évidemment, on va souvent parler de quelque chose qui n'existe pas, qui va exister dans le futur, ou quelque chose qui existe, mais qui va être transformé dans le futur. Et donc, on va analyser le risque en relation, ou plutôt l'utilité attendue, en relation à l'utilité attendue future. C'est-à-dire que ce que le système d'information qu'on est en train de créer ou modifier, ce qu'on s'attend qu'il nous fournisse comme avantage compétitif, ou comme bénéfice d'affaires, ou comme avantage stratégique, ou comme nouvelle fonctionnalité au moment où il va être complété. On va aussi regarder l'aléa, réel, envisagé ou perçu, donc l'élément ou la séquence d'événements résultant de l'exploitation d'une vulnérabilité d'un élément à risque, pouvant causer un dommage pendant une période de temps dans un espace donné. Donc ici, on va parler principalement en gestion de projet d'aléas envisagés ou perçus. Donc des choses qu'on craint qui puissent arriver durant le projet ou que l'histoire ou que notre expertise nous dit qui est susceptible d'arriver dans le cadre d'un projet. Il va falloir évidemment réfléchir à l'envergure du projet, à la portée du projet, au scope, comme on dit en anglais, et à la complexité, puisque plus le projet va être complexe, plus la possibilité que le nombre de choses, le genre de choses, d'aléas qui peuvent survenir, vont évidemment être beaucoup plus grands. Le projet, c'est une entreprise temporaire visant à créer un produit ou un service unique. L'approche par projet, c'est une approche ancienne. C'est pas quelque chose de nouveau, la gestion de projet. Donc, quand on parle de projet, évidemment, on va se donner un modèle de référence. Moi, le modèle que j'aime, c'est un modèle tout simple, donc le triangle, où on va retrouver trois éléments, les objectifs, les coûts et les délais. Et ces trois éléments-là doivent être en équilibre pour être en mesure de livrer un projet à qualité égale. Puisqu'il y a un quatrième élément qui n'est pas vraiment dans mon triangle, mais que je mets à l'intérieur, qui est l'élément qualité. Puisqu'évidemment, il y a toujours la possibilité de jouer un peu sur la qualité. Mais avec le modèle théorique du triangle du risque, donc on parle des trois principaux éléments. Les objectifs. Donc les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va livrer, la fonctionnalité, par exemple, quand on parle d'un système d'information qui va être livré, à un coût défini, dans un délai défini. Si on modifie les objectifs, notre triangle va être déséquilibré. À ce moment-là, pour rééquilibrer notre triangle, il va falloir soit modifier le coût ou modifier les délais. Et si on ne le fait pas, ben ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que si je change mes objectifs de projet en cours de projet, que je ne modifie pas les coûts et que je ne modifie pas les délais, ben de toute façon, éventuellement, je vais arriver au moment où mon projet devrait être livré et ça ne sera pas terminé. Donc, il va se rééquilibrer tout seul. De la même façon, si je veux absolument conserver les mêmes délais et que je modifie les objectifs, ben nécessairement, il va falloir qu'il y ait des gens qui fassent du temps supplémentaire à un moment donné. Il va falloir, ces gens-là, il va falloir que je les paye. Donc, veut pas, le triangle va devoir se rééquilibrer. De la même façon, si je modifie les coûts, par exemple, si je diminue les coûts une fois que le projet est démarré, je diminue le budget, par exemple, ben, nécessairement, je dois certainement modifier les objectifs
ou modifier les délais, ou les deux. Essentiellement, je pense que c'est ce qui est bon de comprendre. Donc, on a 3 éléments critiques avec lesquels on peut jouer, c'est-à-dire les objectifs, les coûts et les délais, et que si on change, si on modifie un de ceux-là, il faut nécessairement ajuster les autres. Il y a plusieurs études, de nombreuses études qui ont été faites sur la gestion de projet et sur, entre autres, les causes d'échec de projet. Moi, j'en ai retenu une que je vous mentionne ici, donc qui est une étude qui a été faite en 1995 par un groupe qui s'appelle le Standish Group, où ils ont étudié 8000 projets logiciels dans 352 compagnies pour essayer d'identifier les principales causes d'échec dans les projets. Donc, lack of user input, c'est-à-dire le manque de participation des utilisateurs dans le projet. Incomplete requirements and specs, c'est-à-dire des besoins d'affaires, donc les spécifications, si vous voulez, les besoins d'affaires qui sont incomplets, donc qui ont été mal définis, mal détaillés. Changing requirements and specs, c'est-à-dire des modifications on parlait tout à l'heure de la portée, nos objectifs, le scope, nos besoins d'affaires, donc qui changent, qui évoluent après que le projet ait démarré. On peut s'imaginer que des projets très complexes peuvent quand même prendre un certain temps à être réalisés, surtout un projet complexe, et il peut y avoir des changements au niveau des technologies, par exemple, ou une évolution au niveau des besoins, ou une meilleure identification. Ensuite, lack of executive support, c'est-à-dire un manque d'appui de la part de la haute direction relativement à notre projet. Incompétence technologique, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas les technologies donc qu'on va inclure dans notre projet. Soit parce que c'est des choses qui sont nouvelles pour nous, soit parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement les meilleures personnes ou les bonnes personnes qui s'en occupent. Lack of resources, c'est-à-dire qu'on n'a pas affecté au projet les ressources suffisantes. Unrealistic expectations, c'est-à-dire que les attentes de l'organisation relativement à notre projet ne sont pas réalistes. Unclear objectives, c'est-à-dire que nos objectifs ont été mal définis. Unrealistic time frames, c'est-à-dire que le temps pour livrer le projet n'est pas réaliste en fonction de l'envergure que le projet a. New technology, donc qui rejoint peut-être l'incompétence technologique d'une certaine façon. Donc, on veut utiliser une nouvelle technologie. La nouvelle technologie, peut-être qu'elle a des failles, peut-être qu'elle ne fonctionne pas bien, peut-être aussi qu'on ne la maîtrise pas, qu'on n'a pas nécessairement l'expertise requise pour ça. Et finalement, ben, toutes les autres choses, donc qui sont toutes à moins de 3%, mais toutes ensemble, ça représente 23%. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ces problèmes-là qui sont reliés entre eux. Donc, quand on parle de tous ceux qui sont en fait identifiés en jaune, donc lack of user input, incomplete requirements, changing requirements, unrealistic expectations, unclear objectives, unrealistic time frame, ça revient tout à un mauvais travail d'identification des besoins qui a été fait dans le projet initialement, où on a mal défini qu'est-ce qu'on voulait, et donc on est obligé de le changer, ou ça change, ou ça évolue, ou on utilise des choses qu'on comprend pas bien. Donc tous ces éléments-là, en fait, les principaux problèmes, ils ont tous un point en commun, qui est un travail préparatoire dans la phase de planification, d'identification des besoins, ou dans la phase d'analyse du projet, qui a pas été faite correctement, qui soit volontairement des fois, on va sous-estimer volontairement le coût du projet. Comme ça va être plus facile de le faire approuver. On a parlé du modèle théorique, donc dans lequel on parlait des objectifs, des coûts et des délais dans le triangle, et donc des choses qui peuvent venir, les raisons des failles de projet, donc des choses qui peuvent venir avoir une influence sur notre triangle. Il y a aussi un autre élément qui est l'aspect d'architecture. Donc, il existe des modèles de référence qui peuvent être utilisés pour ça. Ça, c'en est un, qui s'appelle le modèle de Zachman. Un modèle qui va être utilisé au niveau de la conception d'un système d'information ou pour cartographier, pour documenter
l'architecture d'un système d'information. Donc, c'est un modèle de référence. Et normalement, donc, quand ce modèle de référence-là est bien utilisé, vous devriez trouver des éléments, des documents qui correspondent à chacune des lignes et chacune des colonnes. Essentiellement, les colonnes, ça représente le quoi, le comment, le où, le qui, quand et pourquoi d'un système d'information. Et les rangées correspondent aux différents points de vue. Donc, par exemple, le scope ici en haut, c'est le niveau planner, donc le planificateur du système. Le modèle d'affaires, c'est le propriétaire du système, le owner. Le modèle de système, c'est le designer, le concepteur. Le modèle technologique, c'est le constructeur. Et le modèle détaillé, c'est les sous-contractants. Imaginez-vous une maison. Prenez votre modèle d'architecture et comparez ça à la construction d'une maison. Donc, une architecture d'immeuble comme une architecture de système d'information. On a différents intervenants qui sont impliqués dans la construction d'une maison. Le propriétaire de la maison, la personne qui va habiter dedans. On a l'architecte qui, lui, va faire les plans et tout ça. On a le contracteur qu'on va embaucher qui va gérer l'ensemble du projet de construction. Et lui, il va faire affaire avec des spécialistes, comme par exemple un plombier pour la plomberie, un électricien pour l'électricité, un menuisier pour la charpente, un peintre pour la peinture, un tireur de joints pour faire le gyproc, puis de faire tout le plâtre et tout ça, un maçon pour la brique à l'extérieur, un couvreur pour la toiture. Donc ça, c'est les sous-contractants, c'est les différents experts auxquels il va faire affaire. Ils vont s'occuper de chacun des éléments précis qui est leur domaine d'expertise. En système d'information, on crée la conception d'un système d'information. Les sous-contractants, par exemple, on peut penser à notre DBA, Oracle, qui va venir pour créer la base de données, créer les tables, etc. On peut penser à notre spécialiste Java ou C++ ou Visual Basic ou qui va lui s'occuper d'écrire les interfaces ou l'utilisateur. On peut penser à notre expert en IHM, interface homme-machine, qui va venir faire la conceptualisation de l'interface de l'utilisateur. Donc, on peut penser à un expert logiciel, technique, je veux dire, qui va venir installer les éléments, les composantes réseau, les routeurs, les câbles, etc. Ou même un expert en câblage qui va venir juste pour faire le câblage. Un expert Cisco qui va peut-être venir installer, reconfigurer des routes dans les routeurs pour que le système fonctionne correctement. Un expert en pare-feu qui va venir configurer des règles dans le pare-feu ou peut-être un VPN pour que l'application fonctionne correctement. Donc, on va faire affaire à différents aspects, différents experts pour différents aspects du système. Donc, ça, c'est le niveau en bas, le niveau détaillé. On va donner à chacun de ces experts-là une spécification technique qui va être reliée au travail que lui a à faire. On va donner une spec de la base de données, les définitions des tables, tout ça qu'on veut avoir au DBA. À l'expert en réseau, on va lui donner le design, ce qu'on s'attend d'avoir au niveau du réseau. Lui, la création des tables ou les types de champs qui sont utilisés pour les différents éléments de la table, ça ne l'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt pour lui. Le niveau au-dessus, le niveau contracteur, ben c'est par exemple la firme que je vais embaucher, d'experts que je vais embaucher pour gérer les différents aspects. Peut-être que la firme que j'embauche, en fait, c'est mon département informatique interne, mais ça va être mon directeur informatique. Peut-être qu'il va jouer le rôle de contracteur, mais ça peut être une firme externe. Je peux engager IBM, LGS, CGI ou une autre compagnie qui va venir donc jouer ce rôle-là. Alors que mon modèle, ben ça, c'est plutôt au niveau du concepteur, donc c'est la personne qui va faire la conceptualisation du système. Le propriétaire, ben c'est le propriétaire de l'actif informationnel, c'est-à-dire du système quand il va être complété. Donc ça, c'est une façon de regarder, une façon théorique de regarder un système d'information où, donc, pour que le travail soit bien fait,
on devrait avoir un élément, on devrait avoir quelque chose qui correspond à chacun des petites cases qu'on retrouve dans notre modèle. Encore là, je vous explique rapidement un modèle qui est quand même assez complexe, mais pour lequel il y a beaucoup de matériel de disponible. Si c'est quelque chose, du genre d'affaires qui vous intéresse, juste à faire une petite recherche modèle de Zachman sur Internet, vous allez trouver les articles originaux qui ont été publiés par Zachman, qui est un chercheur chez IBM, qui a publié donc ce modèle de référence. Donc ça, c'était la première partie. Donc, qu'est-ce qu'un projet? Quelles sont les principales composantes d'un projet? Quel est un peu le cadre théorique dans lequel on doit se trouver donc pour faire et gérer un projet? Donc là, on va essayer de voir quels sont les principaux facteurs de risque, donc les éléments qui peuvent survenir, qui pourraient être problématiques par rapport à notre projet, et qui donc pour nous tout à l'heure, dans la deuxième partie, quand on va faire l'exercice, vont nous servir peut-être de point de départ à l'élaboration de nos scénarios. Donc, on a différents auteurs qui ont publié des articles sur ça, dont entre autres le top 10 de Bohème, donc le manque de personnel compétent. Donc ça, vous voyez, ça rejoint les sources, les principales raisons d'échec qu'on mentionnait tout à l'heure dans l'étude de Standish, du groupe Standish. Donc, le top 10 des problèmes, selon cet auteur-là, c'est le manque de personnel compétent, les budgets et des échéanciers réalistes, les mauvaises fonctionnalités qui sont développées, une mauvaise interface qui est développée, du gold plating. Gold plating, c'est-à-dire, on veut toujours avoir le meilleur au monde. Ça, là, nous autres, au Québec, on est des champions de ça. On dit, là, on va faire des modifications dans le métro, on va avoir le meilleur métro au monde. On va avoir le meilleur système de santé au monde, ou le meilleur système d'éducation au monde. On dit toujours qu'on va avoir ou on veut avoir le meilleur au monde. Sans prendre en considération notre capacité de payer. Là, je ne veux pas porter un jugement de valeur, mais le Québec, bon, malheureusement, c'est pas un pays, c'est une province à l'intérieur d'un plus grand pays, mais imaginons pour un instant que c'était un pays. Ça serait, puisqu'on se définit comme nation, en tout cas. Si c'était un pays, ce serait un pays l'équivalent de la Norvège, à peu près. La Norvège, évidemment, qui a d'énormes ressources financières. Hein. La Norvège est un des plus grands pays producteurs de pétrole. C'est un pays très riche. Le Québec, c'est pas un pays riche. Le Québec, en fait, il y a 40% de la population du Québec qui travaille, en fait. Si tu calcules les personnes qui sont trop jeunes, les personnes qui sont trop vieilles, et tous les gens qui sont sans emploi, on a quand même un taux de chômage relativement élevé. Et presque 1 million de personnes qui sont prestataires de la sécurité du revenu, c'est-à-dire des gens sur l'aide sociale, ou sur des programmes de style CSST, SAAQ, c'est-à-dire des accidentés de la route, et toutes les autres formes de programmes qu'on a dans notre filet social. Ce qui est très bien, je ne juge pas, là. Mais le fait est qu'en fait, il n'y a pas tant de monde que ça au Québec qui travaille. Et il n'y a pas nécessairement une grande génération de production de richesse, nécessairement. Et ce qui veut dire, puis ça, on compare ça, nous on parle en mode projet ici, là, mais dans un contexte de projet, c'est comme une compagnie, donc qui est pas nécessairement, des gros revenus, mais qui veut toujours avoir ce qu'il y a de mieux. Donc, si, tu sais, à un moment donné, il y a une limite, il faut être réaliste pour s'acheter des choses qui sont raisonnables par rapport à notre capacité de payer. Et pour ça, je vous compare l'exemple du Québec, c'est juste parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les médias, que le premier ministre ou d'autres qui disent on va avoir le meilleur ci, le meilleur ça, ou on a le meilleur. On ne peut pas être toujours les meilleurs dans tout. C'est pas l'Alberta ici, c'est pas la Norvège, c'est pas les Émirats arabes unis ou le Qatar ou des pays. Hein, les Émirats arabes, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Émirats, si vous êtes déjà allés. Aux Émirats arabes, il y a, je pense, 2 millions d'Émiratis, c'est-à-dire les gens qui ont la nationalité, qui sont la minorité, puis la majorité des gens qui sont là, c'est des travailleurs étrangers. Moi, quand je travaillais là, j'étais un travailleur étranger. La majorité des gens sont ça. Mais les Émiratis, eux, ils sont évidemment très, très riches. Donc, 15% des ressources pétrolières de la planète, avec une population très limitée, ils ont les moyens de se payer le meilleur au monde, eux autres. Un pauvre Émirati,
a une Mercedes de l'année passée. Hein? Ou a une maison, il y a seulement 2 domestiques. Alors que, donc, eux, ils ont les moyens. Nous, on n'a pas les moyens. Le gold plating, c'est cette idée-là de toujours vouloir ce qu'il y a de mieux au monde. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. En mode projet, c'est la même chose. Il faut qu'on se paye des projets qui sont réalistes par rapport à notre capacité de payer, par rapport aussi à nos besoins. Bon, je m'excuse pour le jugement de valeur, là, je ne voulais pas paraître comme quoi c'est pas parce que j'aime pas le Québec, là, c'est parce que j'ai des attentes élevées par rapport à à ma nation. Les demandes de changement continuel, une autre source, un autre facteur de risque important selon Bohème. Pénurie de composantes acquises à l'externe. Problème au niveau des tâches confiées à l'externe. Problème de performance en temps réel. Limite des capacités informatiques. Mais mon réseau, il y a une limite. Puis à un moment donné, si je continue à créer des nouveaux systèmes, et que je n'augmente pas la capacité de mon réseau, à un moment donné, mon réseau va planter. On peut penser à la santé. On a certains systèmes d'information, par exemple en imagerie numérique, qui utilisent énormément de bandes passantes, ou à des systèmes comme la vidéoconférence, par exemple pour la télémédecine, qui utilisent énormément de bandes passantes. Et si on continue à rajouter des systèmes comme ça, à un moment donné, notre petit robot qui a pu faire des opérations au Nunavut, là, à partir de Montréal, là, à un moment donné, en plein milieu d'opération, il va geler parce qu'il n'y aura plus de bande passante. Ça pourrait être quand même assez problématique. Ça. Une autre ici, un autre article de Addison et Valab, 2002. Objectif, envergure ambiguë ou incompris. Budget échéancier non réaliste. Manque d'appui de la haute direction. Incapacité d'impliquer les utilisateurs. Connaissance et compétences des membres de l'équipe inadéquate. Absence de méthodologie de gestion de projet. Mauvaise compréhension des spécifications. Gold plating encore. Requête de changement continuel. Développer les mauvaises fonctionnalités. Recours à la sous-traitance. Mauvaise évaluation des ressources nécessaires à de leur performance. Introduction d'une nouvelle technologie, incapacité de gérer les attentes des utilisateurs. Alors là, il y a des patterns, hein, des choses qui reviennent ici. Encore une autre, Kyle, manque d'implication de la direction, incapacité de gagner l'acceptation des utilisateurs, incompréhension des besoins, manque d'implication des utilisateurs, incapacité de gérer les attentes, envergure et objectifs changeants. Envergure dans le sens de scope, hein, dans le sens de besoin, puis de portée, puis de scope. Manque de connaissances, compétences dans l'équipe de projet. Fonctionnalité non gelée. Nouveauté de la technologie. Personnel inadéquat et insuffisant. Conflit entre les départements utilisateurs. Donc, c'est encore toutes des sources donc, de différents éléments. C'est parce qu'on va passer d'identifier quels sont les aléas et on va chercher à créer des scénarios. On va chercher à se créer des scénarios qui vont tenir compte de ces facteurs, des facteurs de risque que j'ai mentionnés, mais aussi de d'autres facteurs de risque que vous considérez qui peuvent être importants.